Nouveau rendez-vous de l'émission Le Point, Madame, Monsieur, bonjour. C'est encore un plaisir de vous retrouver à l'heure du décryptage de l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Ce soir, nous resterons toujours fidèles à notre principe qui est celui de recevoir des journalistes et analystes politiques avec qui nous allons passer au crible les sujets qui ont marqué cette semaine. Pour nous accompagner, nous recevons Joseph Gada. Il est le directeur de publication du journal Économie et Développement. Joseph Gada, bonsoir. Bonsoir, bonsoir et bonsoir également aux fidèles téléspectateurs. Voilà. Également sur ce plateau, Justin Anani, qui est le directeur de publication du site d'information ou de la web télévision Togo Vision. Justin, bonsoir. Bonsoir Daniel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, avec vous, nous allons développer 4 sujets. Le premier sujet sera relatif au projet de loi proposé par l'ANC et l'ADI la semaine dernière au Parlement. Il sera question, en seconde partie d'émission, de revenir sur les travaux du HCRUM. Puis, nous parlerons de la radiation du juge Sranvi du barreau de Lomé ou du barreau de Lomé. Et enfin, nous clôturons cette émission en toute beauté avec cette énième augmentation du prix du gaz. Comme je le disais en titre, le projet de loi à propos des deux partis, l'ANC et l'ADI, ont été rejetés en bloc par les députés de la majorité. Un nouveau coup de force qui prête à confusion puisque les deux partis, c'est-à-dire l'ANC d'un côté et l'ADI, voulaient obtenir les réformes. Joseph Gada, vous suivez de près cette situation. Quelle réaction cela suscite en vous, ce énième projet? Oui, Daniel, parce que ces derniers événements ne m'ont pas surpris, parce que je dis le contraire. Tout problème me surprend que la scène qui s'est passée la fois dernière. Voilà. Parce que plusieurs fois, à plusieurs reprises, on l'a dit que cette proposition n'a pas un lendemain meilleur. N'a pas un lendemain meilleur pour deux raisons. Deux raisons parce que d'abord, cette proposition n'est pas consensuelle au sein même de l'opposition parlementaire. Lors de son dépôt, vous avez constaté que beaucoup de partis qui siégeaient au Parlement étaient très surpris, même qu'ils ne sont même pas informés de ce dépôt de proposition de loi. Et en deuxième partie, je pense que ce problème demeure toujours, le problème de consensus, ce problème de conciliable, ce problème d'aller dialoguer avec l'autre pour qu'on puisse trouver au moins un terrain d'entente par rapport à sa proposition de loi. Et je pense que l'ANC l'a toujours clamé si haut que ce parti n'a jamais fait confiance aux parlementaires, de l'UNI, la majorité parlementaire unie. Je pense que l'ANC n'a jamais fait confiance quand même à cette majorité. Donc elle savait qu'en... Oui, donc là où je voudrais en venir, c'est que vous ne faites pas confiance à cette majorité. Au même moment, vous introduisez un projet de loi qui doit être voté par cette majorité. Et bizarrement, cette majorité, dont le président l'actuel président de la République, Fonia Sibé, organise apparemment l'atelier de réfléxion sur les réformes politiques de HCRUM. Au même moment, vous dites que vous ne voulez pas participer à cet atelier où il est demandé à toutes les couches sociales du Togo de se réunir pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir mener une réflexion plus approfondie sur le consensus que chacun des partis pourrait avoir afin d'arriver à une réforme quand même consensuelle et inclusive. Donc vous avez refusé d'y participer parce que vous ne faites pas confiance effectivement à la majorité. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de cette majorité pour que votre loi passe. Je pense que vous voyez qu'il y a vraiment... Donc selon vous, c'est une démarche qui n'avait pas lieu d'être. Ça n'a pas de sens. Et puis bon, moi j'aurais voulu que même après le dépôt, de ce projet, que l'ADI et l'ANC aillent voir peut-être ces députés, essayer d'échanger avec eux et voir, parce que vous voyez, dans les grandes démocraties, je vous dis que les partis politiques vont faire même la cour aux opérateurs économiques pour qu'ils organisent un petit buffet, un petit cocktail pour que les partis puissent quand même se retrouver. Est-ce que cela est possible dans notre contexte politique? C'est pas possible dans notre politique. Non, mais pourquoi c'est pas possible? Je pense que moi, vous et moi, nous avons vu ici à la TVT des députés unis, des députés ANC danser ensemble. Voilà. C'est ça, que si les deux peuvent danser, pourquoi est-ce que au nom de l'intérêt national, au nom de l'intérêt du peuple, pourquoi ne peut pas trouver Juste une réaction? Oui, moi je pense que le coup de force que nous avons eu à observer la fois dernière confirme bel et bien l'intention réelle de ce pouvoir qui ne veut pas opérer les réformes, qui ne veut pas amener
ce pays vers l'alternance politique. Et je ne sais pas ce qui est caché derrière, mais seulement, et ça me fait dire qu'en réalité, nous acheminons, nous allons vers une situation qui, ma foi, j'ose croire que les lendemains sont un peu très difficiles. Sincèrement, il faut avoir le courage de le dire. Parce que lorsque vous analysez la situation sociopolitique du Togo aujourd'hui, cette question même de réforme politique ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est sur la base même de ce accord signé entre les partis le 20 août 2006 qu'il a été dit qu'il faut aller vers les réformes. Oui, il a été question également de tenir compte de la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR. Voilà. Et lorsque vous lisez les recommandations de cet accord-là, vous comprendrez aisément que il y a certains points qui sont des points capitaux où il faut aller vers ces points-là pour opérer les réformes. Je veux citer, par exemple, les dispositions anciennes contenues dans la Constitution togolaise, en son article 59, et qui a été modifiée, si vous permettez, au niveau de cette ancienne Constitution, qui a été modifiée en 2002, il a été dit que le président est élu au suffrage universel direct. Et il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et lorsque il était question de modifier cette disposition pour permettre au feu et à Déma de se présenter à l'époque, cette disposition a été enlevée et modifiée comme quoi le mode de scrutin est devenu un mode de scrutin uninominal à un tour et le mandat présidentiel est illimité aujourd'hui. Donc cette situation, je pense que c'est ce qui a amené les acteurs dans les discussions au cours de l'accord signé entre les partis dont je venais de faire cas, CPD, comment on appelle, accord politique global, où il a été dit clairement qu'il faut retourner vers ces réformes-là. Maintenant, peut-être s'il y a une erreur aujourd'hui, peut-être qu'il faut endosser une erreur, peut-être il y a responsabilité à endosser à ces partis politiques de l'opposition. En ce moment, en 2006, le pouvoir n'avait pas la force. Moi, je dirais que pouvait aller jusqu'au bout pour dire, tel que la législature à l'époque, c'est celle qui a également modifié cette disposition. Il faut amener la même législature, le même Parlement, à revenir sur la Constitution de 92. Oui, mais ça n'a pas été fait. Voilà. Donc on a demandé à la CVJR de faire un travail là-dessus. Et après, on a mis des garde-fous par rapport aux législatives de 2007 qu'on a connues. Et par après, il a été dit également qu'on puisse aller vers ces réformes-là. Maintenant, si on retourne dans les dernières périodes, vous comprendrez aisément qu'en 2014, si j'ai bonne mémoire, le gouvernement qui a sa majorité à l'Assemblée nationale a envoyé un projet de loi. Voilà. Et ce projet de loi a été refusé par la majorité. Sa majorité. Voilà. Et ça n'a pas eu de conséquences. Ça, c'est le non-sens, c'est insensé, comme on le dit. Voilà. Et en dehors de ça également, les partis de l'opposition au sein du Parlement ont fait une proposition de loi, parce que ça émane des députés. Et la majorité a encore refusé. Mais la dernière situation, ça me conforte à dire que le pouvoir s'inscrit dans sa logique. Et si l'ANC et le CAR ont déposé encore une proposition de loi dans ce sens au niveau du Parlement, moi je dis que c'était pour tester la bonne foi de ce pouvoir-là, de cette majorité. Voilà, malheureusement, voilà. Le constat qui est fait aujourd'hui, on fait semblant de faire fi en disant que voilà, on a invité les partis à se présenter au niveau du HCOU. Oui. Et alors que lorsque vous lisez les dispositions, le HCOU n'est pas au-dessus du Parlement, nulle part. Voilà. C'est ce qui est vraiment le paradoxe qu'il faut relever. Est-ce que ce n'était pas bien quand même de prendre part aux discussions de l'HCOU? Non, je pense que si on mène le débat... Voilà. Si on mène le débat sur ce terrain-là, voilà. on force le débat. Voilà. Parce que le Parlement est le centre. Voilà. C'est un pouvoir. Hein? C'est un pouvoir, c'est le centre où on élabore les textes de la République, on vote les lois, et c'est le rôle régalien du Parlement. Mais l'APG, hein, c'était issu d'un consensus qui avait prévu tous ces cadres. Hein? Oui. L'APG, tous ces cadres. Je n'en dis combien parce qu'il s'est passé la fois dernière. Moi, j'aurais aimé plutôt que les discussions puissent aller jusqu'à terme. Et que c'est en plénière que les députés du parti au milieu, le parti au pouvoir, comme ils ont l'habitude de le faire, de voter en bloc contre cette disposition. Là, ça aurait encore un autre sens. C'est mieux que la démarche. Ça aurait le sens démocratique du débat au niveau du Parlement. Mais attendez,
C'est le chef de l'État qui a renvoyé encore les mêmes acteurs à se retrouver au niveau du Parlement et pour chercher à trouver des consensus. Voilà. Et à créer notre cadre. Il a créé un cadre. C'est le faux fuyant. Voilà. Jérémy Gada, Joseph Gada, pardon. Voilà, non, mais en fait, des choses parce que moi, je n'aime pas quand on discute que le gouvernement a envoyé un projet de loi que ça n'a pas été voté par la majorité. Et que bon, c'est un sens, on voit que bon, ça c'est un coup de violation de droit. Je pense que ce n'est pas vrai. Hein, ça se passe ailleurs. Ça se passe ailleurs. On a vu la France. Hein, on a vu la France avec la loi du travail. On a vu avec Obama même. Quand Obama même avait envoyé le projet de loi de santé. Je pense que les démocrates, il y a certains démocrates qui n'ont même pas voté. Donc, je pense que ce n'est pas nouveau sous le soleil. Parce que ce n'est que la démocratie. Oui, mais quand il dit par exemple que l'Assemblée nationale a tous les pouvoirs, les prérogatives pour faire cela, c'est pas vrai? Oui, l'Assemblée nationale a toutes les prérogatives, mais n'oubliez pas aussi que la CVG avait eu à préciser qu'au moment où les Togolais n'arrivent pas à s'entendre sur un point donné, surtout quand on parle des Togolais, je voudrais parler plutôt des acteurs politiques qui n'arrivent pas à s'entendre. Regardez, l'APG a parlé du consensus, mais l'APG n'a pas mené une réflexion fondamentale vers quand même ce consensus. Mais je suis fier qu'au moins au niveau de CPDC, que ce soit CPDC 1 ou 2 ou bien rénové, au moins là la réflexion a été mûrie. Mais elle n'a pas trouvé de consensus. Et je pense que c'est ce consensus. Comment aller à ce consensus aujourd'hui? Je pense que c'est ce que l'Ashkroun est en train de faire. Et tu dois dire que l'Ashkroun, parce que l'Ashkroun n'est pas au-dessus de l'Assemblée. L'Ashkroun n'est qu'une simple commission qui trace tout simplement un processus pour que l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est comme si l'Ashkroun était au-dessus de l'Assemblée nationale, parce que ce sont les résultats issus des travaux qu'ils ont utilisés. Les résultats issus des travaux, selon fait quoi? Ces résultats vont servir de document de travail pour la commission qui va réfléchir sur les réflexions, qui va mettre la réflexion sur les réformes. Voilà. Et maintenant, n'oubliez pas que, parce que je viens de lire aussi ces recommandations, il y en a au moins 4. 4, et dans ces 4-là, à la fin, il a été dit... Les recommandations du Ashkroun. Oui, ce qui a été remis au chef de l'État. Je pense qu'à la fin, il a été dit que ces propositions seront soumises à l'Assemblée nationale, soit au référendum. Donc, je pense que tout aboutit encore au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Donc, c'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est impératif. Est-ce que ça ne va pas aboutir à un nouveau blocage? On sait un peu. Justement, le pourquoi chacun doit essayer de mettre un peu de l'eau dans son vin. Voilà même la quelque chose, ou bien la nécessité d'aller... Pourquoi il faut mettre de l'eau dans son vin? Parce qu'on n'a pas rassuré les Togolais depuis longtemps. C'est parce que les gens ne se comprennent pas. Donc, si les gens ne se comprennent pas, au moins, qu'il y a au moins autour d'une table, les gens puissent dire, bon, ok, pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas? Voilà les points de divergence, voilà le point de convergence. Et donc, comment faire pour que chacun puisse se retrouver dans le même panier? Pour que dire, bon, ok, voilà les réformes. Parce que quand on parle des réformes au Togo, soyons clairs que ce n'est pas seulement les réformes politiques. Nous parlons des réformes économiques, nous parlons des réformes judiciaires, nous parlons des réformes de l'armée. Tout ça là pour donner une nouvelle image à la société togolaise. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu seulement de se cantonner au niveau des réformes politiques. Alors, je pense que c'est autour de cette commission que les gens vont dire, d'accord, on commence par les réformes constitutionnelles, on commence par les réformes institutionnelles, ou bien on commence par les réformes économiques, ou bien on commence par les réformes de l'armée. Parce que, vous voyez, ces 4 éléments sont intrinsèquement liés. Donc, il va falloir faire à ce que l'autre n'arrive pas à frustrer l'autre et que tout le monde puisse quand même se tenir, comme je l'ai dit, dans le même panier et que on puisse arriver effectivement à une réforme quand même consensuelle. Sinon, je pense que ce qui a été fait, regardez ce qui a été fait, un beau travail a été fait au niveau du CPDC, mais à la fin, où sont les résultats aujourd'hui? Voilà, c'est la question qui reste posée. Elle devait poser, je sais. Moi, je dis que le Togo est un pays atypique. Quand vous lisez les recommandations de la CVJR, il est dit quelque part que de préférence, il va falloir retourner aux dispositions originales de l'article 59, que je venais de préciter. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté délibérée de se maintenir au pouvoir à vie, et c'est le pourquoi cet article-là a été modifié pour ouvrir le boulevard au pouvoir, au chef de l'État de gouverner à vie. C'est le constat qui est là aujourd'hui. Voilà. Et la CVJR, dans ses recommandations, a proposé qu'il serait souhaitable de retourner à cette disposition-là. Et lorsque vous suivez encore les événements, vous lisez les rapports
des enquêtes de la Baromètre dans les dernières périodes, les sondages, il est dit que plus de 85% des Togolais sont favorables aujourd'hui pour les réformes. En réalité, ce qui se passe, le faux fuyant dont je fais cas aujourd'hui, on veut mélanger moutons, serviettes, serpents, tout dans un panier. En réalité, c'était ça la logique. Les réformes dont il est question aujourd'hui ne sont que les réformes constitutionnelles et institutionnelles. En réalité, les réformes de la justice, les réformes de l'armée, les réformes de la police, les réformes économiques, dans une nation, ça n'en manque pas. On peut en faire autant de fois qu'on veut. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est d'aller vers les réformes politiques et les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Au niveau des institutions de la République, comment les institutions fonctionnent aujourd'hui? Vous prenez la HAC, la disposition, la composition de la HAC, ça pose problème. Vous prenez la Cour constitutionnelle, et ceux-là qui sont à la tête de la Cour constitutionnelle, que ce soit la Cour des comptes, vous comprendrez aisément que ce sont des gens qui viennent du même bord politique, notamment le parti au pouvoir unir. Donc il faut aller vers ces réformes-là. Vous prenez la Constitution en elle-même. Il est dit qu'avant la prise de fonction des responsables du pays, il va falloir la déclaration de leurs biens et avoirs. Aujourd'hui, est-ce que ces dispositions-là sont respectées? Il faut en faire cas. Vous prenez par exemple le pays. Ben, le Togo ne peut pas se séculariser dans la sous-région. Mais partout ailleurs, vous passez aujourd'hui, le mandat présidentiel est limité à 2. Et d'ailleurs, au Bénin, les nouvelles dispositions, c'est un seul. C'est un seul qui est proposé d'ailleurs. Peut-être le peuple béninois ira au référendum pour se prononcer. Mais vous prenez le Togo, on ne veut pas se prononcer. Le protocole additionnel de la CEDEAO, au cours d'une réunion récemment à Accra, a posé le problème sur le tapis. Bizarrement, le Togo et la Gambie se sont illustrés négativement, comme quoi on ne peut pas limiter le mandat présidentiel. C'est ça en réalité le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut amener tout ce monde-là dans un bateau, mélanger serviettes, crabes, poissons un peu partout. On dit voilà, on veut opérer des réformes, mais telle que la situation est de mise, il faudrait passer par tous les moyens pour éponger tout ce qui a été fait, tout ce qui a été pris comme engagement à corps. C'est là où l'idée de la 5e République est lancée. En réalité, on va vers là. Il ne faut pas jouer le faux fuyant. On va mettre en place une commission qui va élaborer un avant-projet de constitution, et patati patata, et ça va prendre du temps. En réalité, c'était ça. C'est pour dire en un mot que le pouvoir s'inscrit dans la logique de ne pas opérer les réformes et de gouverner à vie. Et là, c'est là où moi, je ne peux pas comprendre qu'on demande à une institution qui est le Parlement, et les députés, on demande, lorsqu'un député dépose par exemple une proposition de loi sur la table, on demande à ce député qui n'est autre que l'élu de la nation d'aller verser sa proposition dans un panier d'un organe, d'une institution qui n'est autre que Ashpoun, qui n'est pas au-dessus de la Constitution. C'est le paradoxe, c'est une aberration ça. Nulle part ça ne se passe. Moi je dis, il va falloir ouvrir maintenant le débat, que le pouvoir arrive à clarifier le débat. Vous voulez les réformes, mais vous ne voulez pas les réformes. Ou alors, ce qu'il y a lieu de faire, mais il va falloir maintenant à ce que... Mais nous sommes sur quand même un terrain politique. Hein, oui, je n'en disconviens pas. Non, ça dit que... On ne peut pas tout lorsqu'il y a une crise dans un pays, et lorsque vous souscrivez à un engagement, ça fait force de loi et que vous devez respecter. Parce qu'on était dans la crise, les circonstances rocambolesques dans lesquelles Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir dans ce pays en 2005, en massacrant des milliers de Togolais avant de s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Et l'engagement qu'il a pris, en réalité, il devait le respecter. S'il n'arrive pas à respecter cet engagement, ça veut dire quelque part, on joue le feu fuyant, on ne veut pas céder. Et derrière, c'est parce qu'on a un soutien de l'armée. Et puis bon, basta, la vie continue. Voilà. Je pense qu'il faut rectifier. Faure Gnassingbé n'a jamais massacré les gens. Je pense que... Mais attention. C'est attention. On va aller. Non, je propose le mieux. Non, parce que le mieux, voilà. Moi, j'ai jamais vu un rapport qui a dit Faure Gnassingbé a massacré. Non, c'est à son natif, je veux dire. Ça s'est passé avant que Faure Gnassingbé n'allait au pouvoir. C'était pour le maintenir au pouvoir. L'armée a fait les... l'histoire. On va aller à tout de suite. Chacun est responsable des faits. Donc, parce que... Dans tous les cas, c'est bon. C'est trop dit que Faure Gnassingbé a massacré. Parce que c'est trop dit. Si l'armée a massacré les gens, l'armée va endoser ses responsabilités. Mais c'est à l'actif de qui? Non, mais c'est pas Faure qui a massacré. Est-ce que c'est Faure qui a massacré? J'ai pas dit que Faure Gnassingbé a massacré. Mais c'est lorsqu'il venait au pouvoir. On va pas polémiquer sur cette... Voilà. Allons-y, je pense que ce n'est pas... Personne n'a jamais dit que l'ANC a dit retire leur proposition pour aller verser ça au niveau de... C'est ce qu'on a entendu. On a dit tout simplement de participer à cette table ronde et qu'ils puissent quand même avancer quand même leurs idées par rapport à ce qui a été fait. Peut-être que... Ils en ont tellement fait, on n'a pas l'impression. Je pense qu'on ne peut que continuer par dialoguer. Vous voyez, M. Daniel,
Et comme il disait que dans ce pays, si c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue, qu'est-ce que le Togo serait? Point d'interrogation, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est parce qu'il y a eu toujours des dialogues que, bon, peut-être qu'on a essayé d'éviter certaines crises. Ces dialogues, nous sommes toujours en crise. Nous sommes en crise. Nous sommes en crise. Nous sommes en crise politique, économique. La politique, moi je dis souvent que ce n'est pas la religion où tu vas aller seulement prier et dire, bon, Dieu va te faire des miracles. Il n'y a pas des enfants de cœur en politique. Ce n'est pas ça. Là, en politique, personne ne fait cadeau à l'autre. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Donc, c'est pourquoi je dis que chacun mettait sa position. Mais je pense que dans tout ça, ce qui doit quand même préoccuper les gens, c'est l'intérêt du peuple. Mais dites-moi, vous avez dit, oui, aucun membre d'UNI nous dit, bon, nous ne veut pas des réformes. Ils vous diront toujours, nous voulons des réformes. Mais quand Maganaoui, par exemple, la PGK, tu dis ces trucs-là. Non, je pense pas qu'on va revenir sur cette... Non, mais il affiche la volonté du parti. C'est la réalité là aujourd'hui. Même s'il a affiché, est-ce que c'est pas vrai ou pas? Donc, parce que c'est pourquoi je dis que je ne voudrais plus qu'on entame l'actualité de la caducité de la PGK. Je pense que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ici, c'est l'âge. Aujourd'hui, que les recommandations ont été faites. Et dans ces recommandations, il y a la limitation, effectivement, la limitation du mandat. Mais il y a une confusion, même sur ce point. À 5 ans. Ben, ça a été dit parce que quand j'ai lu les recommandations, ça a été bien mentionné. Ça a été bien mentionné. La limitation des mandats doit être impérative. Et le mode de scrutin uninominal à 2 tours. Je pense que les participants ont été d'accord sur ce point. Maintenant, je pense que tout est dans les mains du chef de l'État qui, parce que vous et moi, nous devons quand même souhaiter pour que rapidement cette commission soit mise en place et que ça ne dure pas parce que bientôt nous avons oui, mais est-ce qu'on n'a pas encore se heurté au problème qu'on a rencontré lors de la dernière présidentielle sur la question de la limitation des mandats? Non, on va pas se heurter à cet éternel problème. Justement, le pourquoi la chose a été mise en place pour que ce consensus soit trouvé. Donc si aujourd'hui il y a ce consensus, je pense... Il n'y avait pas de consensus avant? Avant, il n'y a pas de consensus. S'il y avait eu consensus, on aurait évité quand même ce problème depuis. Voilà. Ça allait quand même évoluer depuis. C'est parce qu'il n'y a jamais eu consensus. Vous vous rappelez du 30 juin 2014, parce qu'il y a toujours eu consensus. L'Assemblée nationale, c'est le lieu par excellence où on vote tous les... Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de consensus? Vous voulez qu'on fasse quoi? Aujourd'hui, la majorité, c'est avec le parti uni. C'est vrai, moi je dis le Parti uni n'a pas tellement d'enjeux aujourd'hui à aller à ces réformes. Donc tout se base au niveau de l'opposition. C'est pourquoi moi j'ai dit, bon, face à cette situation, c'est vrai, on dit, si vous n'avez pas les moyens de votre politique, au moins faites la politique de votre moyen. Au moins la politique que l'opposition peut faire, c'est d'aller, comme je l'ai dit auparavant, d'aller faire des conciliabules avec le Parti uni pour voir comment est-ce que aujourd'hui, ces réformes peuvent quand même se passer. Voilà. Donc, et puis pour ajouter, moi j'ai dit, le chef de l'État a un grand rôle maintenant devant son peuple. C'est d'aller vite. Il faut qu'il montre cette fois-ci cette volonté. Et cette volonté, voilà. Parce que moi, personnellement, Joseph, parce que moi je l'interpelle aussi aujourd'hui, il faut que d'ici peu, que cette commission soit mise en place et que les Togolais, vous parlez de 87%, puissent quand même être satisfaits de sa politique aujourd'hui. Et pour ajouter encore, pour finir ce débat par rapport à les conditions, je pense que l'opposition, je l'ai toujours dit, l'union de l'opposition s'impose toujours au Togo. Vous voyez, aujourd'hui, est-ce que c'est une condition sine qua non que l'opposition soit aujourd'hui? On voit dans d'autres pays, quand nous prenons par exemple l'Afrique du Sud, l'opposition n'est pas unie. Moi, je dis, soyons le cas du Togo. Comme le Togo est un pays atypique, soyons dans ce cas. Je pense que l'ANC a le dos au mieux aujourd'hui. Faut-il maintenant appeler la population à aller marcher? Puisqu'une partie de l'opposition sur le régime aujourd'hui, est-ce qu'il faut une union de l'opposition? Non, puisque c'est l'ANC qui est la locomotive au niveau de l'opposition. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas elle qui c'est celle qui tire. C'est qui tire quand même les wagons. C'est pas elle qui, à tout moment, organise des matchs de protestation. Oui, mais comment peut-on parler de l'union de l'opposition, d'autant plus qu'il y a déjà cette guerre au sein même des acteurs je dis, rien n'est impossible tant que les hommes vivent. Voilà. C'est pour cela que moi j'interpelle encore le chef de file de l'opposition. Parce que c'est ça, ici, c'est effectivement, il y a nécessité de sentir sa position, c'est-à-dire d'appeler les uns aux autres et dire, bon, voilà, nous sommes devant le faire accompli. Là, c'est l'union qui mène aujourd'hui la danse. Mais qu'est-ce que nous, l'opposition, nous allons faire pour arriver peut-être autour de cette table dite commission d'éducation? Qu'est-ce que nous pouvons proposer?
de façon consensuelle. Et par rapport aux autres aussi, par rapport aux intellectuels, par rapport à la société civile, par rapport aux médias, par rapport à tout ce monde-là qui serait représenté là-bas. Qu'est-ce que nous proposons? Puisque ça nous revient, le tout revient quand même aux acteurs politiques, de décider de ce que les réformes seront faites là. Donc je pense qu'en ne le faisant pas, et que chacun aille encore à cette commission, à rang dispersé, vouloir imposer ses idées, je pense que le problème va demeurer. Il faudrait que l'opposition pense quand même à ce. Qu'on le veut ou pas, les gens peuvent dire non. Il demeure depuis 90. Ça demeure toujours. Je pense que rien ne les empêche aujourd'hui de s'unir. Voilà. Moi, je pense que tout à l'heure, je faisais cas comme quoi l'Assemblée nationale, c'est le lieu par excellence où on vote les lois de la République. Si unis, véritablement, s'inscrit dans la logique d'arrêter l'hémorragie en adoptant le mode de scrutin à 2, présidentiel à 2, ou de toutes les élections à 2, en limitant le mandat présidentiel à 2, 5 ans renouvelables une seule fois. Je pense qu'il revient également à ce parti, au niveau de leurs députés au Parlement, de faire une proposition de loi et d'attendre de voir qui va soutenir cette proposition de loi. Le fait de mettre en place une commission, non, c'est ça la réalité, parce que depuis, c'est l'enjeu. On donne l'impression qu'on donne l'impression à l'opinion comme on veut les réformes. Mais en réalité, je viens de vous tracer peut-être quelques plans là. C'est le plan. Et c'est là où moi je salue peut-être le courage de M. Maganawe Badiam, qui a décrété la caducité de c'est ça, c'est ce qui est caché. On ne veut pas opérer les réformes. Il a eu le courage de le dire. Il a eu le courage de le dire ouvertement. C'est-à-dire qu'on veut amener le peuple progressivement vers une situation, compliquée ou non, on dribble les gens et progressivement on dit bon, référendum, 5e République. Alors qu'en réalité, on n'est pas dans une crise. On part d'une république à une autre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça interpelle même les notions juridiques en matière constitutionnelle. On veut quitter une république, la 4e au Togo, pour aller vers la 5e, sans qu'il n'y ait pas une crise en tant que telle dans le pays. Mais ailleurs, on a connu des révolutions, on a connu des soulèvements populaires, et ainsi de suite. Et c'est ça qui a amené. Et de la 3e République à la 5e République, c'est parce qu'il y a eu une crise. On a connu la conférence nationale souveraine avec les organes transitoires et c'est ça qui nous a amené au référendum de 92. Aujourd'hui, pour rien du tout, on a pris des engagements. Au lieu de les respecter, il y a une Assemblée nationale qui est là. Vous dites que vous voulez les réformes, vous avez la majorité là, le pouvoir envoie, on refuse. Mais les députés n'ont jamais fait une proposition de loi et attendent l'opposition, peut-être les députés au niveau de l'opposition de les soutenir. On parle de consensus. Mais disons, qu'est-ce qu'on met dans ce consensus en politique? C'est une absurdité. C'est lorsqu'on n'a pas la volonté et on s'inscrit dans une logique et on oblige l'autre à venir accepter ce qu'on veut. L'opposition ne peut jamais donner carton, je ne sais pas, carton vers aujourd'hui au régime en place, de laisser Faure-Gnassingbé continuer à gouverner Victor et Dames. Ce n'est pas possible. Donc c'est ça en réalité la situation. Donc le régime en place ne veut pas céder. Faure-Gnassingbé veut gouverner à vie comme son papa. S'il faut lui laisser le temps, ben, il faudrait le laisser. Mais je pense que le dernier mot revient à ce peuple-là de décider à un beau jour. Non, mais voilà, rapidement, on va clore ce débat. Allez-y rapidement avec les conclusions. Ça sera au coup du référendum ou ça sera au coup du référendum? Non, si le peuple va décider, ce sera au coup d'un référendum. Est-ce qu'il sera par exemple... Le peuple s'est derrière donné. Je pense que le peuple s'est derrière donné. Est-ce que le référendum sera aussi transparent, ce référendum, s'il y avait d'aller à ce référendum? C'est pour cela qu'il y a nécessité aujourd'hui qu'on aille au consensus et que chacun puisse quand même prendre... Oui, mais est-ce que le consensus... Qu'est-ce qu'on met dans le consensus? Non, mais quand tu parles de consensus, ne voulez pas que l'APG aussi a parlé de consensus. Mais ceux qui ont signé l'APG en parlant de consensus, ce sont des intellectuels comme nous. Quand ils ont mis en connaissance, ça veut dire qu'il y a... Vous venez de parler... Aujourd'hui, le consensus est dégagé au niveau des travaux de Ashkoun. Tout le monde est d'accord pour limiter le mandat présidentiel. Tout le monde... On va parler à tout de rôle. Je sais, on va permettre avant qu'on signe l'APG, c'est parce qu'il y avait des crises, il y avait des événements violents dans ce pays. On n'a pas respecté ces accords, tout ce qui a été... Non, il n'a pas respecté. Non, c'est pas le pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. Elles sont partagées, oui. Elles sont partagées, mais rien n'a été appliqué. De part et d'autre. Mais comment rien n'a été appliqué aujourd'hui? Oui, mais qu'est-ce que ça a donné, l'APG? Quels sont les résultats? C'est pourquoi il dit que parce qu'on ne va plus encore revenir en arrière. Oui, mais c'est important quand même d'y revenir. Oui, parce qu'on parle de l'APG, dit que rien n'a été organisé, parce que c'est un peu aberrant. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a eu la CDG, ça dit que ça émane de l'APG. Quelque part, c'est ça. Oui, mais où sont les conclusions? Qu'est-ce qu'on a fait des conclusions de la CDG? Si aujourd'hui il y a le statut de l'opposition, ça dit que ça émane de la CDG. Le décret d'application de ce statut. Est-ce que Fab ne l'exerce pas aujourd'hui? Avec quel avantage? Avec quel avantage? Je suis désolé. Non, je vous dis que Fab l'exerce aujourd'hui. À long et à large. D'accord. Nous sommes des communicateurs pour aller vers l'information. En tout cas, on ne voit pas le décret d'application. Non, moi je vous fais savoir. Et je pense que même
l'APG a parlé des dialogues. Combien de dialogues on n'a pas eu? Oui, mais est-ce qu'il faut faire les dialogues constamment? Non, mais tant qu'on n'a pas de résultats, ça sert dans le dialogue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs ne s'attendent pas. Mais pourquoi est-ce que les acteurs ne s'attendent pas? C'est là le problème. Mais est-ce que ce que l'APG a dit, on ne l'a pas fait? On l'a fait. Maintenant, si les hommes ne peuvent pas s'entendre, ça c'est leur problème. Voilà. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a la nécessité, comme la CBG, qui sont ceux qui ont participé à la CBG, ce sont les gens qui ont subi des martyrs, des violations, dont les droits de l'homme ont été complètement brimés dans ce pays. Ce sont ces gens, c'est après le témoignage de ces gens-là qu'il a été recommandé que non, mais si, par le passé, et peut-être que pour les faits politiques, nous avons eu à subir des choses comme ça, aujourd'hui, nous demandons que vous retournez autour d'une table pour pouvoir échanger par rapport à ce sujet. Faut pas que les partis se prennent comme peut-être un parti politique se prenne plus important pour dire non, moi je vais introduire. C'est pas d'introduire. Mais si vous n'avez pas de consensus, comment est-ce que ce problème-là va encore engendrer des violations, des brimades dans ce pays? Non. Retrouvez-vous autour d'une... C'est pour cela que le chef d'État même l'avait dit, que ce problème dépasse les politiques. Et qu'il a même parlé des intellectuels et des... Oui, mais les intellectuels ont parlé de ce problème. Les intellectuels n'étaient pas d'accord avec cette position du président. Non, je pense que c'est... Ils n'étaient pas d'accord quand nous prenons le professeur Goako et nous prenons Amavi. Ils étaient pleins à ne pas partager le point de vue du chef d'État. Daniel, même quand Jésus même a parlé, tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Oui, mais parce que les intellectuels avaient déjà fait un travail préalablement. Quel est le fruit aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a donné? Alors, s'il faut encore renvoyer... Non, qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? C'est pour cela qu'il y a nécessité. Et moi, je suis très fier qu'au moins la fois dernière, quand les participants étaient sortis de Ashkroun, chacun se sentait un petit peu soulagé. Et dit, bon, ok, maintenant on peut aller. Maintenant, la bonne volonté, tout ce que nous demandons, c'est que, par exemple, à l'ANC qui n'a pas pu participer, ait le courage de dire, bon, ok, voilà, puisque... Est-ce qu'on a besoin de l'ANC pour aller aux réformes? C'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est le parti parlementaire de l'opposition. Est-ce que si le président Faure veut organiser par exemple les élections locales, ils ont forcément besoin comment on appelle, de la permission de l'ANC? Vous ne pouvez pas dire dans un pays où l'APG, ce n'est pas moi qui l'ai signé, ce sont les acteurs politiques qui l'ont signé, beaucoup de choses qui partent toujours de vos consensus et qu'aujourd'hui certains même arrivent à se retirer. Non, ça ne va rien donner. Voilà. Et justement, le pourquoi le vendredi dernier, ou bien lors de la commission, les gens ont dit bon, allez plutôt au niveau de Ashkroun, parce que là, on se sentirait mieux pour pouvoir échanger. Parce que au moins là-bas, il y a tout le monde est représenté. Les partis politiques, il y a pas de tension traditionnelle. Parce qu'aujourd'hui, là, les réformes, je pense que c'est au-delà même des partis politiques. Voilà. Il faut que, c'est vrai, ça concerne tous les Togolais. Que ce soit la société civile, que ce soit les zones de médias, que ce soit les chefs traditionnels, que tout le monde puisse quand même regarder dedans et dire, bon, ok, voilà, mes chers frères et sœurs, voilà ce que nous allons faire. Voilà le chemin que nous allons prendre pour pouvoir arriver au bon port. Voilà. Rapidement. Ce qui s'est passé la fois dernière au niveau de la commission des lois du Parlement de la République, c'était une aberration. Ça ne s'était jamais passé nulle part. On ne peut jamais envoyer une proposition ou un projet de loi au niveau d'une Assemblée nationale qui a suivi les itinéraires et qui tombe sous la table de la commission des lois et que les députés au sein de cette commission-là refusent d'étudier ces tests et demandent à ce que ça soit versé à une autre institution, à un autre organe de la République. Ça ne s'est nulle part. Ça ne s'est passé nulle part. C'est une aberration. Bon, sur notre plan. Sur notre plan. Lorsque le chef d'État a laissé entendre qu'il veut se confier aux intellectuels, aux universités de la République, et je dis également que c'est vraiment un faux fuyant. En 1992, plus de 98,11% des Togolais ont voté pour la Constitution du Togo. Ou, au niveau de l'article 59, il a dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et le mot de scrutin est uni nominal majoritaire à 2 tours. Et ce verrou a été enlevé, c'est parce qu'il y a une volonté de se maintenir au pouvoir. Mais si tant qu'aujourd'hui... Il a été élevé par le feu président. Le feu président, voilà. et effectivement... Faure a bénéficié de ça. Et il a bénéficié de ça. S'il a la volonté, c'est là où je voudrais en venir. Moi, je pensais qu'au moment où il remplaçait son papa dans des circonstances rocambolesques, il allait penser par tous les moyens pour sortir par la grande porte. Mais malheureusement, je suis déçu du comportement de ce monsieur qui, en réalité, doit amener les Togolais à accorder le violon et à être réconciliés. Malheureusement, la réconciliation n'est pas aujourd'hui. Le pays vit dans une crise ambiante. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois il est dur pour les Togolais aujourd'hui de jouer les deux bouts. Le panier de la ménagère. C'est là où je dis qu'en réalité, on avait, peut-être les acteurs ont cru
en lui une volonté, peut-être qu'après les assassinats de tout ce qu'on a connu, aller vers les réformes et amener le pays de ne pas connaître la guerre et que finalement on se de cette situation. Mais la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est plus compliquée que la situation que nous vivions à l'époque au moment où Feu et Adema décédaient. Donc c'est pour dire tout simplement que les acteurs qui sont là aujourd'hui jouent le fou fuyant. J'ai fait observer tout à l'heure que les députés même unis qui estiment avoir aussi les réformes, parce que c'est le consensus dont vous parlez, mais parlons-en. Ce consensus a été trouvé au cours de l'atelier de H-Cool, où il a dit également qu'il faut limiter le mandat présidentiel à 2, 5 ans fois 2, le mode de scrutin pour toutes les élections également à 2, et ils sont même allés loin, en disant même qu'il faut mettre au sein du Parlement une institution ou un organe qui étudie le dossier, la compétence, la probité morale des personnalités qui auront la charge de diriger les sociétés, les entreprises de l'État. Mais si on a cette volonté avec que le consensus est trouvé là, moi, je ne pense pas que ce que Adi dit et ANC dit, c'est différent de ce qui se passe là. Et en aucun cas, les députés au sein d'une commission des lois ne peuvent pas prétendre dire que parce que vous n'avez pas pris part à un atelier du HCOUM qui n'est pas au-dessus du Parlement et que aller baisser vos propositions, c'est une aberration. Voilà. Et je pense que Paul Nsigbe, aujourd'hui, il a la croisée des chemins, il a le devoir impératif de faire en sorte que le pays ne sombre pas. On va avancer sinon les échanges. Joseph, si vous permettez, Justin également, si vous permettez, on va avancer dans les échanges. On va parler à présent de ce scandale au sein de la justice togolaise. Nous avons appris la radiation du juge Sranvi. Justin, ça vous étonne? Non, ce qui se passe là ne m'étonne pas, sauf que c'est la procédure que je n'ai pas appréciée. Voilà. Parce que lorsque vous évoluez au sein d'un organe comme la magistrature, les organes de magistrats du Togo, et il s'est passé un problème entre les avocats et les juges. Il y a une commission qui siège. Et je pense que c'est à partir de ce point-là, on étudie point par point la version des gens. S'il y a confronté, on confronte. C'est en réalité, peut-être, c'est un cadre de procès ou de jugement. Et c'est après qu'on analyse la situation de X ou Y et on sanctionne. Mais ce qui s'est passé dans le cas Sranvi, voilà quelqu'un qu'on a sanctionné, un avocat qu'on a sanctionné, je crois, mais c'est Maître Dessous qu'on a sanctionné, et dans une affaire de corruption, et qui n'honore pas la magistrature du Togo, et qui part après, qui porte plainte parce qu'il a donné 10 millions à M. Sranvi, et qui, lors des confrontations, il s'est avéré qu'en réalité, c'était vraiment un coup monté, et que d'un seul coup, en attendant que la commission, le siège, ne rende son verdict, mais tout ce qui s'est passé dans la commission se retrouve sur les plateformes. C'est incroyable. Donc c'est là où moi je dis que c'est comme si on a quelque chose contre le juge Sranvi. Laissez-moi vous dire également que nous avons mené une investigation, on continue encore, parce que lors des dernières assises, ceux-là qui étaient, qu'on a sollicité de part et d'autre, qu'on appelle les accessoires, voilà, c'est le mot est venu, mais il était dit qu'au cours d'un jugement, ils ont pris une position par rapport au jugement. Imaginez-vous que ce que nous avons appris par après, le PG, le procureur général, s'est offusqué contre cette décision, comme quoi ils n'ont pas le droit. Alors qu'en réalité, c'est le juge du siège, le procureur de la République qui joue, la police de l'État, et qui poursuit en matière pénale le crime. Mais lorsque le procureur général, dans une assise, fait sa réquisition et requiert une peine donnée, il revient au juge du séant et à ses assesseurs de se retrouver et prendre une décision. Mais on ne peut pas se comprendre que l'on vit dans un pays où on estime que la justice est indépendante et que de telles aberrations, de telles anomalies soient constatées. Ça, on a appris ces informations-là parce qu'on continue pas à fouiller. En attendant avant que cette histoire, cette affaire de juge Sranvi de tombe. Donc moi je dis que c'est un cabal, c'est une machination, c'est un truc, un règlement de compte, je dirais même. Mais dans tous les cas, bon, eux tous ne sont pas clean dans la boîte. Et moi je le dis en toute sincérité, que ce soit les juges, que ce soit les magistrats. Mais c'est une justice qui est pourrie. Maintenant, si on parle de la corruption, et c'est là où moi je reviens également pour dire que le chef de l'État qui parle des réformes également au niveau de cette justice, à coup de milliards, et donc financé par les citoyens de l'Union européenne, je pense qu'il va falloir également que ces partenaires puissent quand même essayer d'avoir des yeux regardants dans ce qui se passe au niveau de la justice. Donc, est-ce que j'ai à dire dans ce dossier de M. Sranvi? Non, parce que c'est regrettable. Parce que moi, quand j'ai vu quand même à lire tout ce qui s'est passé, c'est un dossier vraiment sulfureux. Parce que vous savez que c'est un peu dommage si au sein ceux qui sont appelés quand même à dire la voix et que entre eux-mêmes il y a un problème de corruption. Je pense que qu'est-ce que la population va devenir dans tout ça, parce que c'est un peu regrettable. Parce que quand vous voyez l'affaire, on parle de président du tribunal qui a donné l'ordre à un huissier
qui a vendu un navire, parce que le navire a été vendu, on parle de 598 millions. Et après la vente, le sieur, ou bien Maître Dosso, est arrivé pour pouvoir récupérer l'argent. Ce que les créanciers et propriétaires de bateau n'ont pas accepté, et ils sont partis porter plainte au niveau de la cour d'appel. Et parce que c'est dans ce dossier que le juge Sonvi n'a pas donné quand même son verdict par rapport c'est pas, en fait le verdict ne plaisait pas à Maître Dosso, parce que il dit que bon, il a besoin seulement d'une ordonnance pour pouvoir juger son acte, le fait d'aller quand même récupérer l'argent auprès de l'huissier. Et c'est ça même qui a valu sa suspension au niveau du barreau, parce qu'on dit c'est pas possible, on ne peut pas, toi tu ne peux pas, un avocat ne peut pas aller quand même récupérer l'argent d'un huissier, ou bien chez un huissier, parce qu'il a vendu quelque chose, que c'est pas possible, et on l'a suspendu. Mais je ne sais pas comment est-ce que Maître Dosso a passé par tous les moyens pour pouvoir en découdre avec son vie, jusqu'à avancer qu'il lui a remis les 10 millions pour qu'il puisse lui délivrer seulement juste une ordonnance pour prouver son acte. Juste son vie dit non, je n'ai jamais pris l'argent. Maintenant on demande à Maître Dosso, si vous avez donné les 10 millions, quelles sont les preuves? Il dit non, qu'il lui a remis par confiance. Juste pas confiance, parce qu'il sait que bon, ils sont des compères. À ce niveau, est-ce qu'on peut remettre sous son telle somme, on parle de 10 millions, ce n'est pas de 10 millions, ils font pas de 10 millions. Mais parce que ce sont eux-mêmes qui disent dans ce pays, oh bien bon, en droit, même si on te remet 500 francs, il faut les charges. Donc quand tu remets 10 millions à ton confrère, tu dis que c'est pas confiance que tu lui remets. Donc c'est aberrant. Et vraiment, cette histoire tourne jusqu'à aujourd'hui. Le juge Sonvi a dû laisser sa peau dedans, sache qu'il a été remis quand même au ministère de la Justice pour au moins 3 ans ou bien 3 mois. Parce que c'est regrettable. Oui, mais c'est regrettable. Comment on peut procéder? Donc c'est comme ça que l'affaire s'est passée. Donc, parce qu'on ne veut pas trop rentrer dans les détails, parce qu'on ne va pas quand même quitter ici. Donc si c'est comme ça, c'est là où moi je regrette la décision du président du Conseil du supérieur magistrature et le magistrat Gamado, parce que vous ne pouvez pas prendre une telle décision. Pire encore, Maître Dosso a été suspendu du barreau. Oui. Mais bizarrement, il exerce encore. Oui, c'est sa profession d'avocat. Donc ça veut dire que notre justice est un problème alors. Et personne n'est capable de le remettre à l'ordre. Donc c'est bizarre. Donc aujourd'hui, juste Sonvi a dû laisser sa peau. Mais je pense que cette affaire ne va pas finir. Le chef de l'État, je pense que c'est le premier magistrat, il doit se servir, il doit se saisir pour pouvoir trouver quand même une attente. Parce que ce qui est en train de se passer, si la justice s'explose, je pense que les pauvres Togolais vont en partir. C'est comme si l'éléphant et la fourmi, les zèbres en partissent toujours. Donc je pense qu'il faut faire tout pour que le chef d'État quand même puisse quand même regarder. Et puis moi je suis très bizarre, c'est bizarre. Je pense que le conseil supérieur de magistrature quand même a ce pouvoir discrétionnel quand il prend des décisions. Mais moi, j'étais surpris la fois dernière qu'on lit même cette délibération à la TVT. Donc je me dis, mais qu'est-ce que le juge Sonvi a fait pour qu'on en arrive jusque-là? Après, ce sont tous des confrères. Donc moi, j'ai dit, en tout cas, aujourd'hui, on constate que le juge Sonvi a fait un excellent travail quand même à la cour d'appel. Parce que tout problème que vous lui amenez, il cherche toujours à trouver les bonnes solutions. Et je pense que, je l'ai dit, il faut que le chef d'État, dès son retour en Israël, puisse quand même réfléchir, ou bien appeler les divers partis pour que quand même les gens puissent quand même dire la vérité. La vérité puisse sortir. La vérité, parce que le Togo voudrait savoir, est-ce qu'aujourd'hui le juge Sonvi va aller comme ça rester, on le met à disposition de la justice, et puis c'est fini. Et qui va venir remplacer et mettre dessous, on en fait quoi? Voilà. Il va continuer pas exercer ses activités malgré qu'il a été suspendu du barreau. Donc parce que non, on ne comprend pas grand chose. Oui, des avocats véreux comme ça, ils sont pleins au niveau du barreau. Sauf que les justiciables n'arrivent pas à avoir le courage d'aller porter plainte. Maintenant, le cas dessous, c'est parce que c'est ça qui défrait la chronique. Il a été suspendu. Quelqu'un qui a été suspendu, c'est parce qu'on parle d'une affaire de corruption. Je ne vois pas par quelle alchimie il peut se retrouver pour porter plainte maintenant contre le président de la cour d'appel. Et c'est ce qui me fait même dans cette histoire. Et Sonvi fait partie de ces excellents
magistrat de la République. Maintenant, on veut ça parce qu'on veut le faire remplacer par X ou Y, je n'en sais pas trop. Mais des gens qui ont le soutien du sommet, pense que ben, tout est permis. Le paradoxe, c'est que quelqu'un qu'on a suspendu au niveau du barreau, et lui ne continue pas à exercer. Maintenant, le pauvre ce qu'on vit, voilà, on prend une décision, c'est devant tout le monde, on dit voilà, il est limogé, il est radié du corps et tout. Je pense que ce sont les situations auxquelles nous sommes confrontés au quotidien dans ce pays. Et moi, je dis qu'en le faisant, parce que tel ne me plaît pas, ou la tête de celui-ci ne me plaît pas, et on continue, et je pense pas que ça ne donne pas une très bonne réputation à cette justice togolaise, et par ricochet, même au niveau des institutions, où tous les jours que je fais, on entend tellement des problèmes, et que le patron de la République qui est au sommet n'arrive pas à taper du poing sur la table pour mettre fin à la récréation, et ça continue. Et tel que je l'ai dit, je l'ai fait observer tout à l'heure, le pays va vers la dérive. Malheureusement, c'est le constat qui est fait. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, ajouter le plus, c'est que quand même que les droits soient vraiment dit. Parce que ça là, parce que Justin l'avait dit, des coups de milliards qu'on a injectés dans les réformes judiciaires, je pense que si les résultats sont avérés que des gens fassent des coups de se mettre des bâtons dans le roues pour une affaire de corruption. Puis ce n'est pas entre c'est pas entre entre la population, mais c'est entre les juges et les magistrats eux-mêmes. Je pense que c'est là où ça devient un danger pour la République. Et j'interpelle encore le chef de l'État, tant que premier magistrat, pour pouvoir regarder quand même dans cette affaire minutieusement, et que quand même le juge, que bon, la France soit lavée où le juge soit mis. Parce que je regrette, parce qu'il fait partie des jeunes, des jeunes montants aujourd'hui au niveau de la magistrature au Togo. Et si ça se passe comme ça, je pense que ceux qui sont au campus quelles leçons vont en tirer? Ils vont commencer à regretter, mais est-ce que le chemin que nous prenons, est-ce que c'est le bon? Est-ce que demain, nous serons quand même, est-ce que nous serons mangés aussi à la même sauce? Donc, je pense que mais il y a quelques années, Assoumo avait tiré la sonnette d'alarme sur la corruption qu'il y avait au sein comment on appelle, de la magistrature togolaise. Hein. Voilà. Mais merci quand même pour ces réactions. On va aborder cette fois-ci la dernière ligne droite de cette édition, avec cette énième augmentation du prix du gaz. Il y a quelques semaines, on nous annonçait la diminution du prix des pays du pétrolier, mais hier, il y a quelques jours, hein, c'est maintenant le gaz qui a augmenté. Mais Justin, on parle beaucoup de changement climatique, de sauvegarde de l'environnement, mais c'est pas un paradoxe avec cette augmentation du prix. C'est vraiment le paradoxe, comme vous venez de le dire. Mais moi, c'est ce qui m'étonne dans ce dossier. On nous annonce que c'est le directeur de Togo Gaz, je ne sais pas, au Total, qui a pris la décision de façon unilatérale et qui a commencé par augmenter. Ça m'étonne, c'est vraiment extraordinaire. Vous vivez dans une république, voilà un directeur tout puissant, il sort un communiqué pour dire voilà, pas dessus ceci, sans référer au ministère du Commerce, sans référer au sommet de l'État. Moi, je ne peux pas comprendre. Jusque-là, j'imagine, je ne comprends pas. Voilà. Et ce qui m'étonne encore, j'écoutais sur une radio de la place, on dit voilà, il y a une association de défense des droits de l'homme qui estime avoir pris attache avec ce directeur. Le directeur rassure la population d'être apaisée et que ça va se normaliser dans la journée. Ça veut dire qu'au Togo, maintenant, n'importe qui peut se lever. Voilà, n'importe qui peut se lever, prendre une décision. Je n'ai pas compris. C'est comme si le pays va vers la dérive, sincèrement. On ne va pas sauter le pays. C'est le constat. C'est le constat. C'est le constat parce que, entre-temps, on a annoncé l'augmentation du prix des produits pétroliers et tout le monde dit, bon, c'était bien. La diminution. Voilà. Autant pour moi, la diminution. Seulement se poser la question, savoir pourquoi on n'a pas accompagné avec le gaz butal. Parce qu'au niveau de l'environnement, aujourd'hui, le combat est mené à ne pas couper les arbres à pêle-mêle. La déforestation, le combat est mené, tout et tout. Donc, il va falloir également diminuer. On n'a pas diminué. Et ça ne fait même pas un mois. Et puis voilà, spontanément, voilà un directeur qui dit de façon, c'est pas solo, voilà, je décide, j'augmente. C'est là où moi ça m'étonne. Donc il va falloir également que ceux-là qui sont au sommet puissent prendre des dispositions pour arrêter ça parce que c'est pas bien. Voilà, Joseph. Non, parce que nous, la semaine passée, nous avons fait sortir un dossier sur la déforestation au Togo. Et selon nos enquêtes, on dit que la déforestation est de 12 000, 15 000, voire même 20 000 hectares par an au Togo. C'est énorme. C'est énorme.
Aujourd'hui, le Togo est classé comme le premier pays où la déflation est plus avancée. Donc, parce que ça, là, ça doit faire réfléchir quand même au premier gouverneur, à nos autorités pour que rapidement des décisions prises. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que, cela dit, qu'au Togo, quand un individu se lève au nom de sa société, augmente. Je pense que la première des choses à faire, c'est que la population même doit sanctionner effectivement cette société. Moi, la fois dernière, quand la diminution a eu lieu, je me suis posé la question de savoir. Nous avons au moins 3 sociétés qui commercialisent quand même le gaz. Nous avons Sodigaz, nous avons Total, parce que c'est MRS ou bien Shell, parce que Shell aussi. Mais regardez, dans tout ça là, vous ne pouvez pas prendre votre bouteille et aller, par exemple, peut-être aller échanger avec la bouteille de l'autre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ouais. 2, vous allez, les bouteilles sont remplies. C'est rempli ou bien ce n'est même pas rempli. On ne peut pas vérifier. Non, il ne faut pas vérifier. Il y a une mauvaise gouvernance là-bas. Ce n'est même pas vérifié. Et vous allez, c'est 3120. Aujourd'hui, ils ont eu le plaisir de repartir à 6 000. Et ce qui est à 6 000. C'est le double, hein? Et ce qui est il a eu le courage d'acheter jusqu'à 3 000 quelque chose jusqu'à 9 000. Pour un Togolais lambda, je ne sais pas combien. C'est parce que le Togolais lambda gagne. Et puis moi, j'ai dit, si le gouvernement, par le passé, on m'a dit que le gouvernement subventionne aussi les gaz. Parce que par le passé, le gouvernement nous avait dit qu'il subventionnait les prix des pétroles. Mais aujourd'hui que le pétrole a chuté, mais qu'on mette maintenant ces subventions au niveau du gaz, à l'actif du gaz butane pour que ça puisse diminuer. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça demande encore ce problème de concurrence. Il faudrait qu'on ouvre maintenant cet espace quand même commercial du gaz butane à d'autres entreprises. Et puis moi, j'ai dit, si aujourd'hui les Togolais n'arrivent même pas à avoir, comme cela se doit, le gaz butane à de bas prix, je pense que le système ghanéen est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'à la pompe, vous allez prendre le gaz butane à la pompe. C'est-à-dire que vous avez besoin de 1000 francs, vous avez besoin de 2000, ça se fait voilà. Ça se fait au Ghana. Okay. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement ne propose pas à cette structure quand même qu'on en arrive là pour que ça puisse faciliter la tâche à tout le monde d'avoir aisément quand même le gaz. Donc je pense que c'est là où ça... Parce que en ne le faisant pas, ce qui se passe aujourd'hui, il faut savoir que le gouvernement doit s'attendre, quand nous parlons de 20 000 hectares par an, il faut s'attendre maintenant à 30 000 hectares. Et ne soyons pas surpris que demain la famille soit déclarée au Togo parce que la saison ne serait plus régulière, comme on l'a toujours constaté déjà. Et surtout que les gens ne continuent pas à décimer, à abattre les arbres comme ça. Mais comment on peut procéder à une telle augmentation sans que le gouvernement ne réagisse? C'est ce qui est aberrant. Le mutisme même du gouvernement. Ben, voilà. Durant toute la journée d'hier, moi j'attendais peut-être un communiqué. Ou peut-être il y a un différent avec le non, moi je suis sûr et certain que la direction de réglementation des prix est au courant. Parce que il ne peut pas s'élever comme ça. Non, parce qu'aucune société ne peut jamais se lever. C'est pour dire. Aucune société ne peut se lever au Togo et fixer seulement les prix comme ça. Vous avez vu le cas de Brasserie. Quand Brasserie a diminué le prix des boissons gazeuses, vous avez vu que le ministère est au courant. Mais moi, ce qui me surprend toujours, c'est ce silence toujours du ministère. C'est une complicité. C'est là où je voudrais venir. Je me demande si au ministère du Commerce, il n'y a pas des gens capables d'aller sur les médias et d'expliquer ce qui se passe réellement. C'est une question d'intérêt. Pourquoi ils ne peuvent pas? Oui, je vais vous expliquer. C'est une question d'intérêt. En réalité, ceux-là qui sont sommés ont toujours leurs actions dans cette société. Est-ce que vous ne le savez pas? C'est parce qu'on n'a pas eu le temps peut-être aujourd'hui de revenir sur le dossier Panama Papers. Donc c'est ça. On en a tellement parlé. Donc voilà. Donc c'est pour dire que vous prenez pratiquement toutes les sociétés aujourd'hui, il y a les sommités qui sont derrière. Je vous annonce également qu'au niveau de ces gus, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler des transitaires aujourd'hui, des parents, des agréés qui ont voulu également manifester leur mécontentement à travers un mouvement de grève. Mais vous prenez par exemple ces gus, guichets uniques dont on parle, nous menons une investigation dans ce dossier-là. Mais au niveau du directeur commercial, c'est l'ancien directeur général du port autonome de Lomé, le colonel, l'amiral Belei, qui est derrière. Et imaginez que les sous qui sont payés là-bas, il y a des gens toujours qui trouvent le pas. Donc c'est pour dire que vous prenez aujourd'hui, que ce soit au niveau des sociétés d'État, que ce soit au niveau des sociétés parapubliques, ainsi de suite, il y a toujours des intérêts. Et que les gens qui sont au sommet gagnent. Donc c'est le pourquoi, dans un pays comme le nôtre, quelqu'un peut se lever un beau matin et dire voilà, ce qu'on vend peut-être à 50 francs,
On augmente le prix, on le vend à 100 francs, sans que le gouvernement ne puisse lever son petit doigt pour condamner et pour appeler peut-être à la donc c'est pour ça que moi, Voilà. j'interpelle quand même les organisations de défense des consommateurs quand même, elles étaient quand même fortes. Elles font déjà leur travail parce qu'elles ne peuvent que dénoncer. Elles n'ont s'unir pour. Puis c'est dans d'autres pays, ce sont des associations qui ont plus quand même de pouvoir, effectivement. Attention, ici, quand ils appellent, il y a combien de personnes qui sortent? À peine 2-3 personnes. Voilà. Oui, aussi. Parce qu'on est préoccupé par autre chose au Togo. Nous avons l'obligation, comme nos textes le disent, d'éduquer ce peuple. Parce qu'en réalité, dans un pays comme le nôtre, où la situation est pareille, ce ne sont pas les politiques qui viennent au devant de la scène pour amener à améliorer la situation. C'est les acteurs non étatiques qu'on appelle la société civile. Et ces acteurs non étatiques-là, ce sont les associations. Donc ce sont les ligues qui, à travers les regroupements, à travers les prises de position d'une situation donnée, d'un fait donné, amènent à drainer des milliers de populations, de millions de populations, à ce que ça change. Ce ne sont pas forcément les politiques. Les politiques ont toujours leurs intérêts. Lorsque vous regardez également dans les dernières périodes de ce qui s'est passé, le débat que nous venons de mener, il y a des gens également qui estiment être de l'opposition, qui estiment être ancien Premier ministre de la République, qui ont célébré leur anniversaire, qui estiment que la démarche qu'on a empruntée au niveau du Parlement, ce n'était pas bien. Donc c'est pour dire, je une parenthèse, je la fais. Voilà, on va plus retourner. Je l'ai déjà fermé. Pour dire qu'en réalité, les acteurs non étatiques, la société civile dans un pays est toujours plus forte pour amener les gouvernements et les gouvernants à la raison. Non, mais malheureusement, notre société civile est vraiment politisée. Elle est politisée, hein, parce que c'est pour cela que quand vous voyez certains qui appellent les gens, il n'y a pas d'action unitaire. Les gens, certains ne se sentent pas impliqués dans ce que vous dans leur mission. Est-ce que c'est pas un business cette histoire de société civile? Malheureusement, c'est du business parce qu'après tout, nous avons, selon nos investigations, qu'il y a certains responsables de la société civile qui vont émarger même à la primature, à la présidence. Le conseil, si vous allez émarger comme ça, comment est-ce que vous pouvez. Alors, dès que vous appelez les gens à manifester, d'autres disent non, mais laissez cette histoire-là. Ou bien on monte des gens que ce soit. Je ne veux pas parler de médias. On monte des gens et puis ils disent ok, pour décourager les gens. Donc, c'est pourquoi il dit une société civile responsable cherche les fonds auprès des partenaires. Elle est indépendante financièrement. C'est ça, vous êtes indépendant financièrement. Vous ne vous engagez pas politiquement sur le terrain politique. Voilà. Donc soyez tranquille. Sinon, je pense que, regardez, le 30 août, c'est parce qu'il y a certaines associations qui sont mobilisées pour appeler les gens. Vous allez voir si les gens vont sortir ou pas. Voilà. C'est ça. Donc, rapidement, on va conclure. Lorsque vous avez des responsables au niveau de la tête des organisations de la société civile qui sont au même moment membres du conseil d'administration des sociétés qui pillent la République, vous comprendrez aisément. Donc, ces gens-là qui sont tellement colorés, allez au Bénin, vous verrez ce que c'est qu'une société civile forte. Donc, c'est là où moi je dis que c'est une question de responsabilité. Mais peut-être pour conclure, la balle est aujourd'hui dans le camp de ce peuple togolais. Si le peuple veut se libérer, la balle est dans son camp. S'il veut rester dans cette situation hantée, la balle est également dans son camp. Voilà, merci à vous, Justin Nani, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du site d'information et de la web télévision de Togovision. Ça va bien là-bas? Oui, ça va, on se défend. Voilà. Également, Joseph Gada, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes directeur de publication d'économie et développement et de l'agence Horizon News. Ça va également? Non, ça va bien, je pense que ça va bien. Je pense que moi, dernier mois aussi, ça va appeler quand même les autorités. Les acteurs politiques à plus de sérénité. Parce que la vie des Togolais en dépend. Voilà. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. Merci également à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, même heure, même chaîne, pour un nouveau rendez-vous de votre émission Le Point. Au revoir. Voilà, merci.